Ouais Tobias, je suis arrivé, je suis dans la grille. Ouais, ça marche, je vais t'ouvrir. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans le 3e épisode de ma série Garage. Un concept dans lequel des propriétaires nous présentent leur collection de voitures et partagent avec nous des anecdotes, les raisons de leur choix automobile et bien sûr leur expérience au volant de leur bolide. Pour la première fois dans cette série, je me rends chez un professionnel et pas un particulier, j'ai décidé d'ouvrir un peu le spectre de ses contenus. Bienvenue donc chez Asphalt Classique, un garage provençal où règne en maître le bon goût, la quête de la perfection mécanique et une passion débordante pour les voitures de caractère. C'est un format un peu plus long que d'habitude, 50 minutes, qui ne manquera pas, j'en suis sûr, de vous émerveiller. Ça se regarde au calme, dans un gros fauteuil, avec du popcorn sur la télévision, un peu comme une bonne série. Croyez-moi, dans cet épisode, vous allez en prendre plein les yeux. Bon visionnage donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important si vous voulez voir d'autres contenus comme celui-ci. On se retrouve maintenant avec Tobias, le fondateur d'Asphalt Classics. Toujours? Ah, Tobias, tu vas bien? Bah, ça va, enchanté. Enchanté pareil, bon on s'est déjà rencontrés. Plaisir, oui, plaisir de te voir là avec nous. Je suis hyper content de venir. Ça fait un moment qu'on en parlait. Ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux, que je plaisir. suis l'environnement Asphalt Classics, donc Ouais. je suis très content d'être là aujourd'hui. On est dans la petite partie lounge, dans la mezzanine de ton garage. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter ce que c'est qu'Asphalt Classique Ouais. et présenter le pourquoi du comment de ce garage? Le pourquoi du comment, c'est une histoire, on va dire, somme toute, je pense, assez classique de passion dès le plus jeune âge, transmise par le papa. Il y en avait quelques-uns avant aussi. Et puis, l'automobile était toujours là à côté en tant que passion, mais un parcours pas automobile jusqu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Ouais. Et j'ai décidé au bout d'un certain temps de me consacrer à ça exclusivement, progressivement, parce qu'on ne fait pas ces genres de choses, on va dire, C'est sûr. Ouais. en claquant des doigts, mais voilà, avec le temps, en rencontrant les bonnes personnes, on a réussi à monter Asphalt Classics, qui est dans la région, je pense, un repère pour surtout les Porschistes, parce qu'on fait énormément de Porsche. Mais aussi pour des véhicules exotiques de tout type. Donc ce que tu verras en bas, un peu de la Diablo, un peu de la Ferrari aussi, avec la 512 TR, avec la Dino. Donc on fait de la restauration vraiment complète. Ouais. On n'a pas de carrosserie encore en interne et de sellerie, mais on a des très bons artisans avec lesquels on travaille là-dessus. On fait toute la partie mécanique sur autant de la voiture ancienne qu'aussi sur de la voiture moderne. Donc on fait aussi de la prépa châssis, on fait aussi du freinage, on fait aussi de la prépa moteur. Voilà, on s'aventure, on va dire, partout où on a envie de s'aventurer, quand on a le client en fait, avec lequel le feeling est bon et qui a envie d'aller loin avec nous. Et on arrive comme ça à pas mal se faire plaisir, à travailler sur des beaux projets. Et après, on a toute la partie à laquelle, on va dire, moi je me dédie. Le technique, c'est les techniciens, et c'est très bien que moi je ne mette pas trop les mains dans un moteur. Et puis, moi je me dédie à toute la partie achat. Vente. En passant, je me dédie aussi à la collection parce que aujourd'hui, on a accès à beaucoup de voitures très intéressantes et donc de temps en temps, il arrive qu'il y en ait une qui disparaissent parce qu'on dit ça là, on la garde un petit peu ou pour toujours. On dit toujours pour toujours et puis après, on ne sait jamais. Mais voilà, donc les deux gros points, c'est ça, la partie vraiment mécanique, technique, où on est capable d'accompagner nos clients et de fiabiliser nos voitures, parce que ça, c'est le business model, il est relativement simple dans le sens où on dit une voiture qui sort de chez nous, c'est une voiture impeccable et irréprochable, et on a ce tampon Asphalt Classics qu'on donne au produit où on dit voilà, quoi qu'il arrive, nous on ne change pas de numéro et d'adresse. Si on change d'adresse, on en informe nos clients et on fait un vrai suivi pour permettre aujourd'hui aux gens qui n'achètent pas forcément des voitures tous les jours et qui ne sont pas tous experts. On a des clients qui sont très experts mais d'autres moins, de vraiment être un vrai compagnon de route du moment de l'achat jusqu'au moment. De toute façon, c'est le truc que les clients préfèrent en général, c'est pouvoir venir dans leur garage comme si, dans le garage qui entretient leur voiture, comme s'ils étaient chez eux, avec toujours la compréhension de leurs besoins, des petites évolutions, des petites modifications.
Toi en plus tu es très porté sur on va dire la conduite, un peu le pilotage, un petit peu comme moi, donc je pense que tu as aussi des clients qui j'ai le bon job, moi je suis pilote là-dedans en fait. Voilà, tu es pilote essai toi. C'est-à-dire que la partie mécanique règle tout ça, après que le client ait demandé, puis toi tu vas dire si c'est bon ou pas. Je valide, alors c'est le chef d'atelier forcément qui valide vraiment la partie technique, mais c'est vrai que moi je joue, j'ai mon rôle dans la partie vraiment commerciale et j'aime beaucoup aussi le rôle que j'ai avec l'atelier parce que je joue le rôle tout simplement aussi du client. Oui. Moi je suis celui ici qui achète toutes les voitures, qui va les voir. Je suis souvent accompagné par Joe qui est en bas, mon chef d'atelier, qui m'épaule vraiment sur l'expertise. Mais je suis en quelque sorte voilà, le pilote d'essai, le client essai. C'est moi qui vais faire les premiers essais et qui fait des retours sur ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, en anticipant en fait les besoins du client. Ce qui est drôle, c'est que parfois on se rend compte que les clients ne sont pas toujours aussi exigeants qu'on l'est nous-mêmes avec nous-mêmes, mais je trouve que même si ça peut paraître pour quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui n'a pas cette habitude, quand on met la barre toujours très haute et qu'on a beaucoup d'exigences vis-à-vis de soi-même, on évite en général beaucoup de problèmes et on a une satisfaction constante sur le travail qu'on livre. Ouais, bien sûr. Même si parfois la marge parfois est plus fine. Parce qu'on a des imprévus, parce qu'on a des choses, parce que voilà, on est aussi là pour accompagner vraiment le client et essayer de faire en sorte que lui, à la fin, il ait ce à quoi il s'attend et ce pour quoi il paye. Voilà. Évidemment. Bon, effectivement, rien que là, en descendant de la mezzanine, il y a de quoi faire et il y a de la couleur. Ça, c'est important, oui. La couleur, c'est très important. Puis là, il y a de la couleur. Il faut toujours que ça soit. Ça s'approche le plus possible d'un sachet de Smarties, tu vois. Bah écoute, là, les bonbons. Là, effectivement, on y est, on est proche du sachet de Smarties. Bon, alors c'est toujours compliqué dans les garages comme ça où les voitures sont un peu rangées dans le coin. C'est compliqué parfois de se rendre compte des voitures que c'est, parfois des configurations, mais du coup il y a toujours des surprises. Oui. Ouais, c'est ce que j'aime. Tu vois, tout à l'heure je suis rentré dans le garage, on a fait un petit tour et pourtant j'avais pas vu la dyno. Oui. Magnifique dyno bleu. Intérieur beige. C'est une voiture qu'on n'a pas à vendre, ça c'est une voiture qui appartient à un client. Cette voiture a la particularité d'avoir eu une restauration complète il y a quelques années. Le châssis a été refait, l'intérieur a été refait, la peinture, etc. Le moteur, la boîte. Et elle n'a jamais été rodée. Donc elle est restée immobilisée pendant un moment. Le prochain propriétaire, l'actuel, l'a acheté, s'est mis à rouler avec. Et puis là, bon, quand on a des joints qui n'ont jamais forcément qui ne sont jamais faits, qui ont séché, etc., on se retrouve rapidement avec de la mayonnaise dans le moteur. Et c'est là que commence notre travail, on va dire, de psychologie quand il faut expliquer au client qu'une voiture qu'il a achetée, qui est censée être entièrement restaurée, va lui coûter, avec un moteur et une boîte complète, entre 40 et 50 000 euros, si en plus on rajoute des réservoirs, etc. Ouais. Alors c'est des voitures heureusement aujourd'hui qui ont quand même une cote qui est bien supérieure à il y a quelques années, donc l'investissement vaut le coup si on veut la garder et de toute façon on n'a pas le choix. Mais voilà, ça c'est un projet en ce moment qu'on a avec la boîte et le moteur qui sont en ce moment au remontage d'ailleurs parce qu'on finit par trouver toutes les pièces. Voilà. Ça c'est pratique. C'est pas mal. Speedster 964 Maritime Blue. Exactement, avec un intérieur RS, une option qui n'était pas souvent prise à l'époque. Avec les baquets. Ouais. Superbe. C'est ça, c'est une voiture qu'on a à la vente. Ouais. Donc ça c'est un bon exemple, une voiture qu'on a pris à la vente, qui avait de l'entretien à faire, il y avait des amortisseurs qui étaient un peu fatigués avec quasiment 100 000 km. Donc c'est une voiture qu'on a entièrement fiabilisée et qu'on propose aujourd'hui à la vente, en fait prête à être utilisée. Prête pour l'été, pour en profiter. La bosse si caractéristique du Speedster. D'ailleurs le capot n'est pas fermé là. Oui, c'est ce que je vois à l'arrière. Les connaisseurs verront, il n'est pas fermé. Il faut qu'on la couvre d'ailleurs, c'est mieux pour le toit. SLS AMG, l'une de mes voitures préférées, la première supercar dans laquelle j'ai été quand j'avais genre une dizaine d'années, quelque chose comme ça. C'est superbe ça pour commencer. J'adore la SLS AMG, je suis ultra fan de cette voiture. D'ailleurs, j'ai été j'ai eu très envie de venir quand j'ai vu qu'à un moment tu avais une SLS Black Series. Oui, qu'on a vendue il y a quelques mois. Ouais. Qui est l'une de mes voitures de rêve absolue. Donc un petit peu d'allemande, une 993 turbo, un petit peu qui il manque un moteur d'ailleurs. Le moteur n'est pas dedans. Exactement. Le moteur n'est pas dedans. On est en train de faire les étanchéités, on refait les turbos, on fait pas mal de choses. Ça c'est une voiture qui est à moi. D'accord. Et bon, en bon perfectionniste que je suis, on fait les choses bien. Étant donné que mes voitures perso, je suis jamais fermé à ce qu'un client me dise tiens je la veux absolument et à la vendre. Donc j'aime bien qu'elle soit prête.
Déjà pour que je les roule. Déjà. Et puis aussi éventuellement pour être vendu correctement. Oui, parce que il faut le dire, tu roules énormément tes voitures. Je roule mes voitures. Alors, je roule pas toutes les voitures autant que je voudrais ou de la même manière, parce qu'après, bon, la vie fait qu'on a des enfants. Oui, bon. On a, voilà, les choses font qu'on roule un peu moins. Je peux pas être toute la journée dans les petites routes de Provence, c'est pas possible. Mais une 93 Turbo, c'est un bon exemple, voilà, d'une voiture qui est classique maintenant, hein. On commence à être dans l'ère moderne de Porsche, mais ça c'est une voiture avec laquelle on peut profiter, de laquelle on peut profiter en famille. Il y a des petites places arrière. Moi je me rappelle, petit garçon à l'arrière des 911 de mon papa, à partir d'un certain âge, on en avait un peu marre d'être derrière. Mais voilà, ça permet quand même d'emmener la famille. Bon, c'est une 93 de toute façon, on en parlait tout à l'heure, c'est une génération que j'adore. Ouais, deux ou trois autres aussi. Je suis arrivé avec une 93 aussi, là, oui, je voilà, passe quelques jours avec. 93 Carrera, avec les bonnes options, châssis sport, intérieur cuir étendu bleu, les sièges sport. Les sièges sport, super voiture. Je découvre ça et vivre avec une Porsche, c'est vrai que c'est quand même bien sympathique. Il n'y a pas de mauvaise Porsche. Non, il n'y a pas de. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de mauvaise Porsche. Les Porschistes le savent, les autres aussi. Y a Ceux qui ne sont pas fans de Porsche râlons un petit peu, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de mauvaise Porsche. Hier, j'ai fait un sondage, tu vois, sur mon Instagram en disant pour vous, quelle est la voiture que chaque passionné doit avoir au moins une fois dans sa vie. Ben forcément, la 911, c'est le truc qui est revenu parce que c'est imbattable et il y a de tout. Et puis, il y en a pas mal des 911 ici. On voit plein de générations différentes. Alors là, on n'est pas sur la partie 911. On va même passer devant à la limite. Mais sur la partie plus exotique. Là, c'est la partie exotique avec une Lamborghini Diablo. Extraordinaire. Diablo première série, noir intérieur rouge. Oui. Ça, c'est des voitures qui me fascinent. Je sais pas trop pour quelle raison. Probablement parce que dans ma tête, c'est inconduisible. Mais surtout qu'on est tous les deux très grands. Alors, on le voit pas, mais toi, tu fais 1m98, moi, je fais 1m91. Ouais. T'es juste à la limite, je pense, de pouvoir rouler ça. Pour moi, c'est des voitures que j'ai découvertes il y a quelques années. Parce que je suis toujours baigné plus, on va dire, dans les allemandes et les italiennes. C'était un truc qu'on avait en poster pour regarder de loin, mais finalement, on restait fidèle à Porsche. Et puis, j'ai eu l'occasion d'en acheter une première. Et puis le fait d'en avoir une, de la voir aussi, l'objet que c'est, je trouve que c'est un design qui est complètement dingue. C'est des voitures, c'est ce que j'appelle les voitures posters. Oui, vraiment. Ouais. Et c'est des voitures qui sont tout aussi fabuleuses à rouler qu'elles sont horribles dans le sens où ça n'a pas du tout la facilité d'utilisation. Si tu mets une 911 classique à côté, ou même une Ferrari de l'époque, c'est plus facile à utiliser. Mais le caractère de ce genre de voiture, pour moi, il est difficile à matcher. Et sur ce coup-là, par exemple, il y en a beaucoup plus que sur une Porsche. Parce qu'une Porsche, on lui reproche souvent justement d'avoir ce côté très efficace, très lisse, très ci, on lui reproche de ne rien lui reprocher. Voilà, exactement. Finalement, c'est comme avec les relations humaines. Il y en a qui préfèrent les femmes un peu plus barrées. Un peu plus piquantes. C'est une gonzesse extrêmement barrée ou un mec très barré. Et c'est une voiture qui a beaucoup de charme, je trouve, je pense que les propriétaires de ces voitures-là, souvent, les roulent peut-être un peu moins que les propriétaires de Porsche ou autres, mais quand tout son garage et qu'il y a ça dedans, t'as un très beau garage. Voilà. J'avais vu une comparaison un jour un peu rigolote, mais quelqu'un qui disait que posséder une 911, c'était comme être missionnaire toute sa vie. Et rouler avec. Ça dépend laquelle, mais grosso modo, c'était l'idée pour le côté assez lisse, mais qui fonctionne toujours. Ouais. Et ce genre de caisse, genre les Lamborghini Diablo, les trucs comme ça, c'était une italienne complètement cinglée avec les hauts et les bas, mais au moins tu t'amusais, quoi. C'est ça. C'est nous, en fait, dans notre travail quotidien de ce qu'on fait, ça c'est pareil, c'est des voitures qui nous appartiennent et donc qu'on met à la vente. C'est le côté sympa de mon boulot, c'est que ça c'est des voitures. Si je les vends pas rapidement, ça me dérange pas parce que c'est des voitures que j'adore avoir là, que j'adore voir. Et puis tu vois, ça met un peu de couleur dans les 911. C'est sûr. Mais c'est des voitures qui n'ont rien à voir en termes de travail avec les Porsche parce que les pièces, tu ne les trouves pas aussi facilement. La mécanique est beaucoup plus archaïque, complexe. Pas forcément compliqué, mais archaïque. C'est vraiment. Prendre un exemple, sur une première série comme ça, sortir une boîte ça va, sur une VT pour sortir une boîte, puis sur le moteur. Donc pour faire un embrayage, c'est une sacrée opération. Donc le coût d'entretien n'est pas le même, mais surtout la patience qu'il faut avoir quand on a ces voitures-là, elle est obligatoire. Il faut avoir beaucoup de patience. Et là, par exemple, celle-ci,
Elle est prête à 99%, mais on cherche des sons de thermocouple. Donc si jamais tout à l'heure on l'allume, tu verras le check engine classique qui s'allume, c'est pas très grave, mais voilà, c'est des sons qu'on cherche depuis un petit moment. On finira par les trouver, mais ça prend du temps. Une voiture italienne, pour moi, c'est un peu comme une M3, c'est-à-dire que sans voyant moteur quelque part, voilà. On n'est pas sûr que la voiture fonctionne vraiment. C'est ça, exactement. Il faut un côté un petit peu sapin de Noël. C'est ça. 512 TR, extrêmement rare. Alors la différence avec la TR c'est pas une Testarossa, hein. C'est une base de Testarossa évidemment, mais il y a cet avant et quelques détails qui sont bien caractéristiques. Cet avant qui est très différent, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à une 348 TS. Mais voilà. C'est une voiture en fait, ils ont pris la Testarossa et ils ont corrigé les gros défauts qui étaient vraiment. Ils ont abaissé la position du moteur et de la boîte de vitesse. Les trains roulants ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de modifications techniques qui font que la voiture est beaucoup plus exploitable, a une meilleure tenue de route. Voilà, ça reste une voiture vulgairement dit d'homme. De garçon. Voilà, mais c'est une vraie GT, c'est une vraie voiture qui a de l'allonge, c'est une voiture sur les belles routes. V12, c'est fabuleux à utiliser. Bien sûr. Ouais, ça c'est des voitures, j'avais essayé une Testarossa il y a longtemps et j'avais beaucoup aimé l'expérience. Effectivement, c'est des expériences où on vit au rythme de la voiture. C'est pas forcément des voitures qu'on cravache, qu'on peut cravacher, qui se laissent cravacher, mais c'est plus des GT rapides où on cruise sur le couple. Et on profite de tout l'agrément mécanique du V12, exactement, du confort, du châssis, de l'expérience, Cavallino sur le volant, tout ça. C'est des voitures qui nous emmènent un peu hors du temps, ce genre de choses. Oui, il y a ce V12, il a une sonorité, un ressenti, ce Flat 12, on dit, il a une sonorité qui est fabuleuse, quoi. Ouais. Elles sont à côté avec la Diablo, c'est diamétralement opposé alors que c'est du 12 cylindres, à con, etc. Là on est sur le couple, là on est vraiment sur l'allonge, sur la vivacité, en fait, l'élasticité du V12. Et voilà, c'est pour n'importe qui monte là-dedans, je pense, chair de poule quand tu prends des tours. Obligatoire, et c'est vrai que alors, la Diablo, j'en ai jamais fait l'expérience, une vieille Lamborghini comme ça. Mais la 512, c'est quelque chose de vraiment superbe. Celle-ci, on va y revenir juste après, parce que ça c'est un peu ma cam, ça. Ça, Speedster, alors les gens connaissent parce que j'en ai déjà présenté une sur ma chaîne. 991 Speedster, dans une très belle couleur. Alors, vert lézard. Vert lézard, voilà, Lizard Green. Très bien. Le vert lézard, c'est le même que la RS ? Exactement. Que la RS 91 phase 2. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça qui là est un Sonderwunsch. Oui, donc département. Une sorte de PTS. Une sorte de PTS. Donc, une couleur, il y en a eu, je crois, une quinzaine dans cette couleur sur la production totale. D'accord. Donc on n'en voit pas tout le temps. Il y en avait une à la vente rétromobile Sotheby's il y a 2 semaines. Ah oui, tiens, je l'ai pas vu. Un poil différent, mais dans cette couleur-là. C'est 1968 exemplaires. C'est ça, 1900, excuse-moi, c'est écrit là, 1948. 48, ouais. Ah bon, j'en avais 20 trop. Bon, voiture exceptionnelle. C'est une superbe voiture. Une GT3 sans toit, quoi. C'est une GT3 sans toit, voilà, c'est un peu la perfection, quoi. C'est un peu le truc ultime. J'ai un ami en ce moment qui a un dilemme. Il a une V12 Vantage boîte manuelle Roadster, 101 exemplaires, et une 458 Spider. Ouais. Et il hésite, vu qu'il a, avec les deux voitures, c'est des problèmes que tout le monde n'a pas, mais il hésite à un jour tout vendre et passer à ça. Il se dit, de toute façon, il avait du GT3 Touring avant. Oui, d'accord. Donc ça lui manque. Ça lui manque un peu. Ça lui manque. Il hésite avec le Spider RS, mais il se dit que ça finalement c'est quand même. Ce que tu perds par rapport à une GT3 Touring, c'est le côté. Le poil de praticité que tu as en plus, c'est vraiment. T'as pas la place derrière les sièges, mais tu as toujours ce coffre avant. Toujours ce coffre avant qui est énorme. Et puis. C'est pas le toit, d'une 911 cabriolet classique, un toit en magnésium, etc. C'est sûr. Tu as un toit qui est très allégé et qui est vraiment fait pour te protéger des éléments et pour pouvoir t'en servir dans tout type de conditions. Mais si tu fais de l'autoroute, etc., c'est assez bruyant quand même. Pour rouler décapoté tout le temps. De toute façon, c'est fait pour rouler décapoté. Une voiture extraordinaire. Et là, à côté, alors celle-là, je la connais parce que je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Sacrilège, 26 km. Sacrilège, 91 phase 1, GT3 RS ultraviolet avec 28 km. Ouais, 26 même. 26, pardon. On va être précis, chaque kilomètre. Oui, à ce niveau-là, 26 km compte. Alors, c'est pas la peine de crier au scandale dans les commentaires, parfois ça arrive. Ça arrive qu'on trouve ça dans le salon de quelqu'un. Voilà. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui en avait une autre, qui en a plusieurs autres, mais une autre de la même couleur, la même voiture, qu'il roule.
Et celle-ci, il en profitait dans son salon en tant qu'objet, objet d'art. Alors déjà, il faut un grand salon, mais moi je suis un grand salon, je suis pas contre. Hein. On ne sait pas si on la vendra à quelqu'un qui la mettra dans une collection et qui s'en servira pas, ou si on la vendra à quelqu'un qui veut, 7 ans plus tard, acheter une Phase 1 GT3 RS 91 neuve. Parfaite. Et l'avantage, c'est que cette voiture, elle a même eu 3 entretiens chez Porsche. Donc il y a 3 tampons tous les 2 ans. Donc elle est... elle est prête à partir si quelqu'un doit en profiter. Prête à partir. Voilà, c'est pas une voiture qui a été laissée dans un coin pendant 7 ans. Quoi. Ouais. Intéressant. 93 RS, ma RS préférée, parce que comme on l'a dit tout à l'heure en off, proportion parfaite, moteur Atmo, voiture légère, jantes Speedline, les baquets, le volant, tout. Enfin pour moi ce truc c'est la perfection absolue. Version confort en plus, donc là il y a une clim. Ce qui, si on veut s'en servir en été ici dans le sud de la France, est pas mal, même si ça fait un peu de poids en plus. À la fin de la journée, il y a peu de propriétaires aujourd'hui qui font de la compétition avec. Oui, puis on fera un resto de moins et puis, exactement. On récupérera le poids de la clim. Exactement. Et ça, c'est une voiture d'un très bon ami qui nous la confie depuis un moment. Elle est de retour parce qu'on a un KW V3 là-bas, un Club Sport qu'on va poser sur la voiture. C'est une voiture, c'est des voitures qu'on affectionne beaucoup et puis des histoires qu'on affectionne. C'est une voiture qu'il a eue de son papa. Qui n'est plus là et aujourd'hui cette voiture il la vendra jamais et ça c'est quelque chose d'assez fabuleux en relation avec une voiture comme ça parce que bon on a tendance à penser quand même à la valeur qu'ont ces voitures aujourd'hui mais à partir du moment où c'est correctement assuré et où on ne compte pas la vendre on s'en sert comme d'une carrière RS à 100% et c'est une voiture qui roule et c'est pour ça qu'il a dit on va faire un châssis et 2-3 autres petits trucs, et puis elle repartira à l'aventure avec lui c'est génial. Pendant très longtemps. Voilà. Ça c'est des belles histoires. Ouais. Derrière, là, on a un beau G63 marron mat, une Ferrari 412. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une 4L ? Oui, ça c'est une petite 4L plein air. J'avertis tous ceux qui vont nous demander si on peut faire leur moteur de 4L, on n'a pas trop le temps. Mais ça, bon, c'est pareil. Sauf s'il y a un moteur de carrière RS dedans. Voilà, exactement. On a proposé aux clients de faire un peu plus, mais voilà, c'est un cher client à nous qu'on aime beaucoup, qu'on a depuis longtemps et pour lequel on fait aussi ce genre de chantier. C'est quelqu'un qui nous donne les moyens de faire du travail parfait et puis il a dit, voilà, le moteur... je veux qu'il marche à la perfection, donc il a acheté la voiture, il nous l'a amené et on fait ça un peu à côté. Il accepte voilà, que ça ne soit pas très rapide parce qu'on a pas mal de choses en attente. Et, petit side project. Exactement, petit side project avec lui. Extra. Alors, on va pas trop parler de ces deux voitures-là parce qu'on va en parler dans une autre vidéo qui sortira sur la chaîne. 964 Carrera RS, Mint Green et 911 R. On en parlera un peu plus tout à l'heure, mais ça c'est deux voitures exceptionnelles. Et puis d'ailleurs, je tiens à le noter, mais donc là il y a la 93 avec laquelle je suis arrivé. Et là il y a ton RS6 aussi, qui est green overtan, qui est vert, intérieur marron. C'est ça. C'est ma config un peu de prédilection. C'est suffisamment cool pour le dire. Que j'aime beaucoup, ouais. Ah, j'adore aussi. Ouais. J'adore aussi. Ici une Carrera type G, turbo S. Deux turbo S. Deux cabriolets. Deux cabriolets. Turbo, d'accord. Mais en effet, il y en a une qui a les jantes. Elle a les jantes turbo S, c'est pour ça. Souvent, les gens pensent turbo S. Je me suis fait avoir. C'est juste une très très belle config sur une turbo normale. C'est vrai qu'elle est très belle. Capote marron, j'aime beaucoup. Ouais. Super voiture. Ici, on a. Un 930 turbo boîte 5. En pleine restauration. Voilà, où avec le moteur. Les petits magiciens sont en train de fignoler la fin du chantier. Il va bientôt retourner dans la voiture. On va mettre, après beaucoup d'essais, on va mettre beaucoup de propres sur cette voiture et puis on va bientôt la restituer au client. Eh ben génial, voilà. Sympa. Donc on voit le pont, le moteur, l'échappement, tout ça. Et turbo, canon. Et voilà, si vous n'avez jamais vu le dessous d'une 930 turbo, c'est là. Magnifique. Carrera RS. Une vraie, ouais. Une vraie de vraie, ça j'avais essayé. J'en avais essayé une rouge Bahia dans le sud. Ouais. C'était une touring, c'était une version touring. Ouais, ça c'est une voiture aussi, on a fait, les gros organes ont été sortis récemment, boîte, moteur, toutes les étanchéités ont été faites, pas mal de périphériques changés, on a fait pareil un châssis avec des amortisseurs, on a réglé plein de petits problèmes, c'est une voiture que le client a depuis très longtemps et comme souvent quand on a une voiture depuis longtemps, on prend l'habitude
des imperfections, des choses qui ne fonctionnent pas. On fait marcher la voiture. Et récemment, il a récupéré donc après le chantier. Bon, il est ravi parce que la voiture, je le cite, la voiture vole. Donc il est très content, mais la hauteur de caisse, il a dit sur certaines routes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui touche un petit peu, donc elle est de retour, on va voir où ça touche, on va reprendre un petit peu la hauteur de caisse, ça fait partie voilà, du travail, toujours de fignoler un petit peu, tu dois connaître ça avec le projet M3. Tout ce qui est fignolage, c'est ma passion. Moi. Ouais, c'est souvent ce qu'on explique aux gens, hein, le dernier pourcent qu'on dit, c'est ce qui prend le plus de temps, hein, de vraiment faire en sorte. Il y a une grosse différence entre bien et très bien. Quoi. Ouais, non mais c'est exactement ça, et puis c'est des voitures qui vivent, et quand tu roules avec, effectivement, quand tu les utilises régulièrement, moi dans la M3 c'est ça, tu vois, un matin je me lève, je commence à rouler, puis d'un coup j'entends un truc qui grince à l'arrière droit, je me dis merde, qu'est-ce que c'est, puis après je l'entends plus jamais. Voilà. Tu espères que ça revienne, parce que tu dis ça va forcément revenir. Oui, si ça revient, on va le trouver, mais si ça revient pas, c'est très embêtant. Oui, c'est classique hein, des gens qui ont un bruit, ils vont chez le garagiste, il n'y a plus le bruit. Tu sais, même à moi, parfois ça m'arrive avec les gars. Je leur dis, il y a un truc. Ils vont essayer, il n'y a rien patron. Je dis si, il y a quelque chose. Et puis c'est tennis comme ça pendant 2 semaines. Les voitures, sont des objets vivants. Hein. Il y a quand même beaucoup de pièces qui sont assemblées. Il y a beaucoup de pièces assemblées, il y a beaucoup de choses qui travaillent, il y a des choses qui dilatent, il y a des choses qui peuvent prendre du jeu avec le temps. Et voilà, donc il faut toujours. C'est pour ça que c'est bien de faire de la vérification régulière, typiquement 1 à 2 fois par an. Petite vérif avant la saison si c'est une sportive, avant qu'on aille rouler. Avant d'aller faire voler la voiture, comme le dit le client. Voilà, exactement. Petit passage. Aucune route de campagne n'a été agressée durant cet essai. Non, c'est ça. En fait, de toute façon, le préventif, on va dire, c'est ce qui évite en général d'accumuler et d'avoir des grosses surprises. C'est certain, surtout sur des voitures normales, mais aussi sur des voitures. C'est pas en ignorant les problèmes que ça coûtera moins cher au final. Ça ne marche pas. Jamais. Hein. Effacer les voyants sur les voitures modernes, ça ne répare pas. Alors il y a un super bouton pour effacer les voyants dans la 993. C'est vrai. mais voilà. Et là, petite Abarth. Oui, voilà, ça c'est rigolo ça. Tu vois, c'est marrant parce qu'on a là dans ce hangar, on a 2 côtés, on va dire, du spectre. Tu as de la GT2 RS MR, donc qui est un outil ultime, et puis tu as de l'autre côté ça, qui est une 595 Abarth. À l'époque, quand Carlo Abarth a commencé, il prenait des 500 qui étaient transformés donc avec les différents éléments de carrosserie, mais aussi arbre à cam, piston, etc. Et il a commencé, après un certain temps, à vendre des... alors j'espère que les Italiens ne vont pas me clouer pour mon accent italien, mais cassetta di transformazione. Je ne sais pas si c'est... Ça m'a l'air pas mal, non Donc cassette de transformation, enfin boîte de transformation, et en fait tu commandais une espèce de boîte comme ça en bois, et tu recevais tous les éléments en fait pour faire la transformation. Et ça c'est une voiture qu'on a racheté à un client récemment. Et il a mis 5 ans à la faire, il a sourcé toutes les bonnes pièces d'origine, toute la documentation, etc. C'est vrai que je me disais en arrivant qu'elle avait l'air neuve. Elle est fabuleuse. Alors la seule modification par rapport à l'origine, c'est un train avant triangulé, ce qui permet quand même un peu de rouler. Moi, je ne peux pas conduire cette voiture, malheureusement. Surprise, oui, parce que... Toi, tu aurais du mal aussi. En fait, on s'en rend pas vraiment compte, mais effectivement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, il y a un 98 et moins un 91, donc on n'est pas forcément... le gabarit idéal pour ce genre d'auto. Pour te faire l'image, quand je suis assis dedans, en fait, le levier de vitesse est sous mon genou et ma cuisse. Donc si je veux passer un rapport, c'est avec la main gauche. Ah oui, d'accord. C'est particulier. C'est par-dessous la jambe. On ne peut pas passer en dessous, mais c'est très satisfaisant quand la mécanique est toute neuve, tu sais, moi j'aime beaucoup. Ah oui, je comprends. Je te montrerai quelques photos tout à l'heure. Et puis là, on va s'intéresser au truc. Alors là, effectivement, on est tous les deux des pistards. Ouais. On est tous les deux des amateurs de sensations fortes et de châssis bien réglés. Tu possédais d'ailleurs, autrefois, une voiture dont je suis ultra fan, une 997 GT2. Oui, qu'on avait repeint. Très préparé. Ouais. Très préparé, 600 et quelques... passé chez Monte Racing aussi à l'époque. C'est ça, châssis Monte Racing, 600 et quelques bourrins, voilà, moi c'était ma voiture de rêve. On l'a vendu il y a 2 ans, il y a 2 ans sur le stand, ouais, exactement. Et on l'a vendu en effet, on l'avait vendu je crois le premier jour à un collectionneur en Allemagne. C'est marrant parce que cette voiture, quand je l'ai achetée, la GT2, elle était noire, elle avait des impacts, 50 000 km sur une GT2, ça commence à faire, c'est plus une voiture purement pour les collectionneurs. J'ai roulé cette voiture, j'ai décidé de la repeindre dans un vert Ferrari. Ouais. Les gens ont crié au scandale, enfin autour de moi, au scandale en tout cas, ils m'ont dit mais t'es complètement fou, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis mais
on a fait ça dans les règles de l'art, donc tout a été filmé, tout a été photographié, et tout a été quand même réfléchi, et au remontage, on a quand même renouvelé beaucoup de choses. J'ai profité de cette voiture une fois qu'elle a été repeinte, j'ai eu beaucoup de compliments, et ce qui était très drôle, c'est que, exposé à Rétromobile, premier soir, un collectionneur allemand, il voit ça, il me dit c'est quoi ça? Bah écoutez, on l'a repeint en vert Ferrari, et il dit, ah ben, j'aurais pas eu l'idée de le faire, je l'aurais jamais fait, mais là, vu que je l'ai devant moi, elle est magnifique, je la veux, voilà, achetez. Donc, j'encourage tout le monde. Parfois, repeignez vos voitures. Repeignez vos voitures, ou en tout cas, bon, si vous peignez une voiture, faites-le correctement, il faut mettre le budget. C'est vrai. Mais faites ce que vous aimez, essayez quand même d'être un petit peu dans une certaine mesure, ne personnalisez pas trop. Traduction, la faites par Rose Fuchsia. Voilà, Rose Fuchsia. Quoi que Rose Fuchsia, ça peut être sympa, le rose de chez Porsche, c'est joli, mais... Mais en général, voilà, quand on fait bien les choses, qu'on les documente, il y a toujours quelqu'un qui va valoriser ça et qui va dire, tiens, je peux acheter le truc fini, j'ai pas à faire tout le boulot. Voilà. Et quand c'est fait avec goût. Bon, exactement. Voilà. Mais donc là, pour la dernière voiture du showroom, celle-là n'est pas repeinte. Elle est sortie d'usine comme ça. GT2 RS, donc 991, donc la version 700 chevaux. GT3 RS avec 2 turbos, grosso modo. C'est ça. Et celle-ci, effectivement, les amateurs reconnaîtront les petites décos. MR pour Manthey Racing, donc le préparateur officiel de Porsche qui est basé au Nürburgring. Celle-ci, c'est une Vessar en plus. C'est une Vessar qui a reçu rapidement le kit complet de Manthey Racing. Donc le kit, il y a deux parties. La première partie, c'est la partie châssis et donc jantes et réservoir d'eau supplémentaire, d'eau distillée qui est dans le coffre à l'avant que je vais pouvoir te montrer après. Et puis la deuxième partie, c'est toute la partie aéro et intérieur. Et donc c'est tout simplement celui qui est ici, énorme aileron. Tout ce qui est en carbone, et puis après tu as la partie qui est, tout ça est homologué. Ah oui, elle a l'arceau complet, les sièges, donc ils sont aussi floqués MR. Voilà, il y a beaucoup d'éléments techniques. Si ça intéresse les gens, ils peuvent aller voir tout ça. C'est de la prépa comme on aime, c'est-à-dire châssis, aéro, on pousse pas la puissance parce qu'il y en a déjà assez, et on fait en sorte de pouvoir mieux utiliser la puissance qu'on a déjà. Après, c'est une voiture qui peut prendre encore plus de puissance, mais 700 c'est déjà bien quand même. On a déjà un sacré outil, et surtout avec la sénérité que ça donne. Alors la GT2 RS d'usine est une voiture au-dessus de 300 km/h qui est pas très stable, c'est ce qu'on lui reprochait. Et là, on règle vraiment le problème de la vitesse au-dessus de 300, parce que c'est une voiture qui prend bien au-dessus de 300. Bien au-dessus de 300. Et c'est quand même pas mal à 300 km/h. D'avoir une voiture qui continue à aller tout droit. C'est ça. Exactement. Là, c'est le kit complet, ça vaut environ 100 000 €. Et alors j'imagine que des Manthey Racing... Avec installation, heureusement. Avec, oui, alors évidemment, main-d'œuvre comprise, mais des GT2 RS Manthey Racing dans cette couleur, il ne doit pas y en avoir 50. Non, je pense que j'en ai vu une autre verte. Je ne pense pas qu'elle soit vert anglais, le British Racing Green. Après... La couleur, bon, c'est très subjectif. Moi, personnellement, j'adore le vert. Ah oui, bah moi aussi. C'est une voiture qu'on met à la vente, que j'ai beaucoup de mal à mettre à la vente parce que je l'aime beaucoup. Mais on ne peut pas tout garder, c'est la règle du jeu. Et puis, il y a des gens ici qui doivent être payés à la fin du mois, donc on va la mettre à la vente bientôt. Sauf s'ils acceptent de ne pas être payés et de la garder, non, mais pas. Là, c'est des négociations qui ne nous regardent plus. Le travail, il faut qu'il soit rémunéré, surtout quand il est bon. Le top. Bon, bah écoute, Tobias, merci pour cette magnifique introduction chez Asphalt Classique. Merci à toi d'être venu. Ah bah écoute, avec plaisir depuis le temps. Ça fait plaisir de parler voiture. J'espère que les gens apprécient quelques petites anecdotes. On essaye de ne pas aller trop loin pour pas trop geeker non plus, parce que c'est pas le truc de tout le monde. Les gens aiment bien. Les gens aiment bien sur ma chaîne quand je geek. Mais on peut, si les gens aiment geeker, on peut prendre un vrai truc bien geek. On peut sortir la Diablo après si tu veux pour aller déjeuner. Si tu as envie de rouler ça, si tu arrives, moi je vais me plier en 4 pour rentrer sur le siège passager. J'y arriverai à peu près. J'ai beaucoup de mal à la rouler parce que, je te le disais tout à l'heure, les premières séries, le plancher un peu haut, j'ai du mal à les conduire. Donc tu vas faire le chauffeur. Bah voilà. Je suis chaud. T'es chaud? Bon, expérience Diablo, merci de proposer, c'est gentil. Plaisir. Parce qu'effectivement, je sais pas si j'aurais 20 000 opportunités de rouler une Diablo, quoi. Surtout pour aller déjeuner. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qui est cool avec les Diablos, c'est qu'on parle beaucoup des GT, il y en a eu 7, il y en a eu 15, les SE30 qui sont. Mais en fait, même une Diablo classique, la production, c'était quelques centaines de voitures, quoi.
Oui, puis je Après, quand tu prends une config noir intérieur rouge, etc., c'est ce qui est cool, c'est que quand tu achètes une Diablo, tu as très peu de chances de croiser une autre Diablo. Alors effectivement, ou alors tu te salues bien bas et limite tu t'arrêtes quoi. Voilà, c'est ça. Alors ou t'habites à Monaco. Ça va, t'es pas mort encore, tu vois, elle démarre la tienne. T'as toujours un extincteur avec toi. Oui, c'est ça, pas de passager, juste l'extincteur. Exactement. Mais écoute, en fait, ce que je trouve, ça me fait vraiment très plaisir et puis j'ai hâte parce que pour moi, ce genre de voiture, tu vois, c'est pas forcément des voitures où je me dis j'ai très envie d'en conduire une. Par contre, quand même, une fois dans ma vie en tant que passionné, j'ai envie d'en faire l'expérience, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça. Donc je me dis exactement ça. Quelques kilomètres, pas forcément plus. Ouais. Je pense que ça sera parfait. Bon, ça va le faire. Eh bah oui. Bon bah écoutez, nous on va s'occuper de ces deux là, mais ça c'est sur une autre vidéo. Et puis ben à tout de suite pour vous, pour un déjeuner en Lamborghini Diablo. Le moment disgracieux. Ah merde, est-ce que tes genoux vont passer? Ah là là. En passager, ça va. En passager, ça va? C'est pas très sécure. Je suis habitué à faire des compromis. C'est fermé là? Ah oui. C'était pas fermé. Ça peut être derrière. Ah oui, ça. Ceinture au milieu. Ceinture au milieu, ouais. Ceinture au milieu. Ça serait con de faire comme les autres. Alors déjà, ah oui, les pédales c'est. Les pédales sont assez proches. Putain, mais je peux mettre. C'est pied nu. À mon avis, ça va être pied droit. Je pense que ça va être pied droit, pied nu. Ouais. Ça va être pied droit, pied nu parce que ça ne passe pas. L'accélérateur, il passe pas. Aïe. Ah ben voilà. Là c'est bon. Tu veux me la donner? C'est bon, c'est The Chaussette Driver, donc je vais la mettre là. Si tu veux la mettre là. Ouais, attends, je vais la foutre. Voilà, c'est ça, c'est l'aventure qu'on veut. Alors le frein c'est comme une Aston, je monte et... Ouais, exactement. Pareil, je pense qu'il a pas mis. Hop, tu peux y aller. Ouais, donc je pense que c'est bon. Donc ta marche arrière. En haut, ouais. En haut? Ouais. L'embrayage. Bon, on voit rien, donc là tu peux y aller. Il y a tellement de couples. Voilà, vas-y. Nickel. Les formes de la voiture dans les rétros, ça ressemble à rien d'autre. Les double oui là, c'est incroyable. Tu peux y aller, vas-y. Je vais ouvrir direct. Donc première en bas. Ouais, exactement. Clac. Tout le monde nous regarde en mode qu'est-ce que... Ah, avec ça tout le monde te regarde, faut être habitué. Même ceux qui sont habitués. Les gens attendent que tu te rates, tu vois. Ouais, c'est ça. Là non, ils attendent. Oui non, ils pas. attendent pas que je me rate. C'est bizarre comme ambiance hein. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Très particulier. Alors là. Il y a tellement de coupes qu'en fait ça. Tu t'en sors bien. Ouais, t'as vraiment un couple monstrueux. Putain le camion. C'est spécial hein. Ouais. Là, on n'a pas encore mis les pneus neufs, en plus on a des pneus de 10 ans dessus là. Et les pneus franchement sur ces voitures ça fait une grosse différence quand t'as du pneu. Tu me dis où je vais? Tu vas à droite. Ouais. C'était quoi? C'était le premier ouais. Ouais, c'est bon. C'est très intimidant. Ouais. Mais vraiment quand tu tournes, tu vois, il faut te servir vraiment de la propu quoi. Il faut la faire tourner un peu. C'est le camion derrière qui sonnait. Tu peux y aller. C'est moins fluide que la 911R. C'est moins fluide. Ouais. Ça demande un peu plus de... Mais une fois que tu la prends en main, tu peux la faire danser aussi. C'est faisable. Tout à l'heure, il me suivait avec rythme. Oh là là, mais juste rien que la vue dans les rétros, ouais. En fait c'est marrant parce que les rétros sont très bas. La largeur de la caisse, c'est pas facile à appréhender. C'est vraiment un triangle. C'est un triangle, le truc ça, mais en fait, moi ce que je vois là, c'est que des... T'inquiète, ça passe. Ouais. Tu surveilles ton rétro droit, et quand tu as ton rétro droit, la voiture n'est pas beaucoup plus large qu'une voiture classique moderne, un poil, mais ici tu as des bus qui se croisent. Donc, Mais franchement, en moteur, c'est très souple. Ouais. C'est pas... De toute façon, ici, t'as même pas besoin de dépasser la 3. Là, si tu veux un petit peu exploiter le coup, tu te colles une 2. Mais effectivement, l'absence de 4 roues motrices, ça rend un avant quand même assez directionnel. Ouais, c'est pas très intimidant. Le volant est tout petit.
La position de conduite, tout est infernal. Hein. Vraiment, ouais. Ah mais de toute façon c'est pas fait pour des gars comme toi et moi qui sont au-dessus d'un mètre 85, ça devient compliqué. Hein. Et encore tu vois si lui il fatigue, hop tu vois plus rien. Ah ouais non. Voilà. Donc il faut vraiment que tout soit bien en place, tu vois. Chaque centimètre est important. Ouais ça va, c'est pas si large que ça en fait. Enfin, c'est intimidant. C'est vraiment tu te sers ton rétro droit et quand tu es à peu près pas loin du bord, tu sais que ça passe. Ça. Là après le virage, donne une petite 2. Ok. Si tu te sens. Ouais. Là maintenant une petite 2, ouais, quand t'as dépassé la voiture là. Vas-y, maintenant, allonge un peu. T'as compris? Oui, ok, d'accord. Tu peux labourer un champ sans problème, il y a assez de couple. Ah bah, ils faisaient des tracteurs à la base. Ah oui, bah, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais, c'est très surprenant. C'est vraiment. Alors tu t'attends pas à une voiture fine et c'est pas une voiture fine. Non. Mais en tout cas elle sait danser. Et c'est une voiture très rapide dont tu sais t'en servir. Ouais, ça m'étonne pas. Ok, mais ouais, j'aime bien. J'aime bien, c'est le mec qui sait plus quoi dire. Il sait pas du tout quoi dire. Je suis en train de me concentrer sur beaucoup de choses en même temps. Le son de l'admission est extra, c'est rauque. Enfin, je sais même pas si c'est le son de l'admission ou du moteur en réalité, mais c'est très rauque, c'est marrant. Il est juste derrière nous. Ouais, c'est vrai qu'il est derrière. J'aime bien la forme de ces bagnoles parce que tu as vraiment l'impression que tu sais, t'avais un moteur à la base, puis ils se sont dit bon, c'est une fusée, on va peut-être mettre des sièges. Exactement. Moi je dis toujours, surtout en propulsion. Ah, comme c'est gras. T'as une cathédrale qui te pousse. En fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est gras, exactement. Là où le 12 de cylindre de chez Ferrari est très élastique, très mélodieux, là c'est gras, c'est rock, c'est brut de décoffrage. C'est ça. Et quand tu prends des tours, ça devient plus fin. Oui. C'est un peu comme alors c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais un peu quand même, c'est un peu comme un bon 600 lignes BM, genre un S50, c'est très gras en bas, c'est très élastique. C'est ça. Et en haut, bah, c'est moteur de course quoi. C'est ça. Si tu vas garder la 2, et après le pont là-bas, tu vas faire tirer la 2. Okay. Là on a à peine passé 5000 tours en 2, tu vois, et on est à 100 km/h. Ouais, c'est ce que je veux. Voilà, là tu peux y aller. Voilà. Mais la voiture, c'est fluide sur la route, hein. Ouais, c'est très surprenant. C'est un châssis qui est qui est agréable en fait. C'est pas une voiture inconfortable. Non, c'est pas inconfortable du tout. Alors effectivement, quand on passe sur des bosses, on sent le châssis à l'ancienne, ça tape, ça tape, etc. Mais c'est pas. Mais là, tu vois, on n'a pas en plus la suspension pilotée à partir des VT. Tu avais des suspensions pilotées Koni qui adorent tomber en panne d'ailleurs. Là, on n'a pas de piloté. Ok. Ça passe, tu peux y aller. Tu penses? Ouais, ça passe. T'as la permission de prendre le mur si. De toute façon, vu c'est le mur qui perd. C'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, le mur va se dire ah bon bah désolé, pardon d'avoir été sur le chemin. En fait, c'est très amusant comme voiture parce que tu peux pas dire si c'est pas bien ou c'est pas bien. C'est juste une expérience. C'est une Diablo. Voilà, c'est l'expérience d'une Diablo. C'est comme ça, ta gueule et c'est tout. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est très amusant. De toute façon, c'était rarement les gens qui achetaient ça neuf, c'était rarement des gens qui avaient qu'une voiture. Oui. Et c'est un jouet quoi. C'est un jouet. C'est ça, c'est un truc, c'est hors norme. Il y a beaucoup de compromis quand tu veux t'en servir, mais ça rend l'expérience très occasionnelle parce que c'est pas trop une voiture avec laquelle tu vas aller travailler, c'est pas trop une voiture avec laquelle tu vas. Voilà, tu réfléchis où tu vas, tu dis ah je vais là, est-ce que je peux passer? Il y a des dodanes, c'est vraiment ce que j'allais dire. Pas comme rentrer dans ta 911 où tu vas en face, excuse-moi. C'est ça, en fait c'est une voiture où tu dois bien réfléchir à pourquoi tu la prends et où est-ce que tu vas avec. C'est un événement, c'est ça. En début de semaine, tu dis bon, dimanche je vais peut-être sortir à la Diablo. Tu commences à planifier quoi. Tu exagères un peu, mais t'appelles Météo France, tu préviens la police, tu dis attention, je sors. C'est ça, exactement. Pas de poids lourd en face, s'il vous plaît. Après, il y a l'effet Diablo aussi, c'est que si t'es quelqu'un qui veut juste profiter de la voiture et qui aime pas trop
se faire remarquer, c'est une voiture qui attire forcément toujours énormément de monde. Donc si tu vas dans des endroits, voilà, c'est foutu. Après, tu te fais approcher par des passionnés, tu as des super conversations, mais ça attire tout le monde. Voilà, vraiment tout le monde. Donc il faut être ouvert, quoi. Mais c'est un peu c'est comme la Viper. La Viper, c'est une voiture que j'adore. Et quand tu croises quelqu'un qui roule en Viper, tu sais, t'as envie de lui demander mais ça va? Ouais, t'as un petit peu. C'était genre, ouais, c'est ça. Tu dis pas trop cool la voiture ou quoi, tu dis mais vous ça va, psychologiquement déjà, et puis le dos, la jambe gauche, l'embrayage, vous êtes sûr, vous êtes ok, pas de problème? Mais c'est vrai, c'est des voitures avec un caractère de dingue qui sont, qui en disent quand même souvent long aussi sur les gens qui les ont. Oui. Tu vas à gauche. Il faut faire des compromis si t'aimes ça, voilà, c'est un truc à part. Mais t'en as pour ton argent, quoi. Ah bah là, clairement. Combien ça vaut, ça? J'ai aucune idée de prix de... Une première série comme ça, on va dire que pour une belle, tu es à minimum 250, 260 si elle est en état, quoi. Ouais, je vais descendre comme ça, je vais te guider. Je sais pas si ça passe bien. Hop. Sacrée expérience, en tout cas. Mon objectif à travers ces formats de vidéos sont évidemment de parler de voitures, mais aussi et surtout de parler de passion. La voiture est un objet qui nous fascine tous, mais les histoires de vie qui les entourent sont à mon sens encore plus fascinantes, car souvent plus secrètes et moins diffusées auprès du grand public. J'espère en tout cas que cette immersion exceptionnelle dans l'univers Asphalt Classique en compagnie de Tobias vous a plu, et je vous retrouve dimanche pour l'essai d'une voiture rarissime, toujours chez Asphalt Classique. Merci Tobias pour ton accueil, prenez soin de vous, ciao.